Bonjour, soyez les Bonjour bienvenus à dans ce tous. soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à la fin décembre. Nous vous présenterons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif, vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant, Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, répond à cette question. Quelles balises renseigner pour mieux référencer votre site internet? Il présentera des solutions concrètes et vous pourrez poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat. Des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Nicolas, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, en dehors du titre quelle balise renseigner pour mieux référencer votre site internet, on va voir en fait, bien sûr, quelles balises existent, l'importance de renseigner certaines, et puis plus globalement, vous donner une perspective sur comment en fait référencer un site, comment générer du trafic. Donc, on va voir le référencement naturel, les différents, on va dire, étapes, les différents facteurs qui jouent sur le référencement d'un site. Et puis après, on va rentrer dans la technique, notamment sur le référencement d'une page d'accueil d'un site e-commerce et le référencement d'une fiche produit. Euh, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO en anglais, on est à la conjonction de plusieurs mondes. Et on va voir que c'est une science inexacte, c'est une science un peu compliquée. On va voir qu'il va falloir jouer sur plusieurs aspects pour améliorer le référencement de votre site. Donc, le SEO est à la conjonction de plusieurs choses. Donc, votre site internet, indiqué on-site à l'écran, va être vraiment le contenu de votre site, on va dire, pour faire simple, avec différents éléments dans lesquels on va retrouver notamment les balises de H1 à H6 qui aident, on va dire, les robots d'indexation et notamment Googlebot à indexer votre contenu. Mais on va voir qu'il y a d'autres aspects, dont des liens, dont l'architecture du site, dont l'URL de la page, etc., qui sont dans ces facteurs-là. Il y a un autre aspect, c'est le en dehors du site, le off-site. C'est vraiment notamment le principe de un site est fondamentalement depuis longtemps considéré par Google en fonction du principe de popularité. C'est-à-dire que plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, plus votre site est considéré comme populaire, plus, entre guillemets, il est considéré comme pertinent. Ça veut dire que dans les facteurs qui jouent sur l'indexation, donc sur le référencement de votre site, il y a bien sûr le contenu, la façon dont vous allez le mettre en musique au niveau de votre site, mais aussi tout ce que vous allez faire au niveau de plan de communication, au niveau de votre visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec des liens qui pointent vers votre site et de liens, notamment des liens provenant on va dire de sites ou de blogs, par exemple, qui font autorité. Donc, quand ils sont pertinents par rapport à un sujet et qu'ils ont un certain trafic, si vous avez des liens qui pointent vers votre site, parce que, et par exemple, dans un contenu de blog, il y aura votre site qui sera cité avec l'URL du site. À ce moment-là, ça va jouer sur le référencement. Il y a d'autres aspects. Euh, on est à la confluence de ce qu'on appelle l'UX, donc le côté expérience utilisateur, donc des aspects d'ergonomie, de temps de chargement, qui jouent, voilà, on va dire, qui sont en combinaison avec le SEO. Et puis après, il y a tout ce qui est lié à l'indexation et aux robots d'indexation, avec ce qu'ils aiment pas, comment on leur facilite la vie, est-ce qu'on met un sitemap, est-ce que le temps de chargement de la page est assez rapide pour satisfaire le robot. Bref, le SEO, on est à la confluence de tout ça. Alors, trois étapes par rapport au référencement naturel, pour donner un peu, on va dire, les grandes bases. On va commencer par l'étape numéro 2, c'est le contenu éditorial. Donc fondamentalement, de plus en plus, les robots d'indexation, les moteurs de recherche, vont vers une analyse sémantique du contenu. À une époque, c'était les mots-clés, on va dire la fréquence ou le nombre d'occurrences d'un mot-clé dans une page qui allait jouer sur l'indexation. De plus en plus, les moteurs de recherche sont devenus intelligents et donc ils sont capables d'analyser le contenu. Et donc, plus vous avez des contenus de qualité, ça veut dire suffisant en termes de nombre de mots et de qualité de contenu, plus il va classer facilement votre site et remonter dans les résultats de recherche, qui est l'objectif.
Le contenu, c'est notamment pour un site e-commerce, tout ce qui est fiche produit détaillée, on verra comment, mais c'est aussi tous les médias, c'est-à-dire les photos, les vidéos, et de voir comment en fait il faut ajouter du texte, on va dire, pour décrire la vidéo ou la photo, pour faciliter le travail du robot d'indexation. Bref, tous ces aspects-là, c'est le contenu. Il y a une optimisation du site lui-même qui est très importante pour le référencement. On va voir que c'est à la fois des titres explicites, des bonnes URL, la structure des différentes balises qu'on a évoquées tout à l'heure de H1 à H6, mais aussi d'autres aspects comme le fait de remplir les balises alt, on va le voir par la suite. Et on verra qu'il y a de la longue traîne, des liens internes qui peuvent être des éléments importants. Et dernier aspect, c'est le off-site, c'est vraiment le principe de en dehors de votre site, quels sont les liens qui pointent vers votre site, les backlinks, quelles sont aussi vos actions de communication que vous avez mis en place, on va dire, sur le web et votre présence sur les réseaux sociaux. C'est cet ensemble d'éléments qui va contribuer au référencement. Maintenant, on va rentrer dans les détails par la suite. Donc, on voit qu'il y a différentes choses et sur une pyramide, on va dire, d'importance, il y a des aspects sémantiques, le contenu, des aspects techniques au niveau de la façon de construire le site. C'est-à-dire que si votre site est mal construit, si il n'y a pas les aspects de sécurité en HTTPS, si votre site n'est pas ce qu'on appelle responsive, donc adapté au format, ça veut dire que votre site se reconfigure en fonction si on arrive d'un smartphone ou d'un PC avec un petit écran ou d'un PC avec un grand écran, on va afficher les choses de façon différente. Donc, ce sont différents aspects qui jouent sur le référencement. Donc, un site e-commerce, voilà, il y a une page d'accueil et on va recommencer par rentrer dans la technique sur la page d'accueil. Alors, dans votre page d'accueil d'un site e-commerce, première chose, on va voir qu'il va y avoir des contenus qui doivent être statiques et des contenus qui peuvent être dynamiques. Dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont changés régulièrement. Donc, il faut trouver le bon compromis entre les deux. À la fois des contenus statiques qui sont périns dans le temps pour dire à Google et aux autres robots des moteurs de recherche comme Bing, etc., qui vous êtes et que vous êtes toujours le même site et vous êtes toujours sur le même positionnement produit, et d'autres choses qui peuvent varier, parce qu'un site qui ne bouge pas est un site qui va être déclassé, donc il est important en fait de réactualiser des choses assez fréquemment. Donc première chose, un texte statique qui va décrire en 200 à 400 mots votre positionnement, votre activité, le type de produit que vous vendez. Donc on se rend compte que 200 à 400 mots, c'est déjà assez important. Donc il est important de réfléchir dès la page d'accueil à des contenus, il n'y a pas que des images, il doit y avoir des contenus textuels à présenter pour aider à l'indexation et au référencement par les robots des moteurs de recherche. Après, vous allez avoir en fait des balises. Les balises, c'est en fait la face cachée un peu de votre page Internet. L'idée, c'est que vous allez caractériser le contenu en mettant un certain nombre de balises, en remplissant ces balises de H1 à H6, et ça va aider le robot à caractériser votre contenu. Donc l'idée, c'est que de H1 à H3, elle reste stable dans le temps, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, donc il faut bien réfléchir à la façon de rédiger ces balises. Et H4 à H6, elles peuvent bouger, elles peuvent être dynamiques. Donc des mises à jour fréquentes, on l'a vu, pas de méga menu, un minimum de liens sortants. Donc les liens sortants, c'est qu'ils pointent vers d'autres sites. Donc dès votre page d'accueil, ne mettez pas des liens qui pointent vers d'autres sites, parce qu'à ce moment-là, le robot d'indexation de Google va partir ailleurs et vous n'êtes pas à l'abri qu'il indexe une petite partie de votre site et donc du coup que vous le perdiez. Un footer ultra simple, le footer c'est le bas de page, donc vraiment avec conditions générales de vente, mention légale, mettre le minimum au niveau du footer. Autre point, donc des titres et un titre bien structuré, alors notamment le titre de la page. Donc là, 7 à 10 mots ayant du sens, donc c'est en dehors des mots de liaison, hein, les le, la, les, etc. Et essayer donc de les séparer donc avec des pipes et d'avoir un titre structuré et de vérifier qu'il s'affiche bien comme il faut au niveau d'un affichage en 600 pixels. Ça, c'est un point important. Un titre bien structuré et descriptif dans les mots-clés que vous allez utiliser par rapport à votre positionnement de site, sur le typologie de produit que vous vendez, sur votre valeur ajoutée.
une métadescription. Donc là, il y a une métadescription, quel que soit, on va dire, l'outil avec lequel vous faites votre site, que ce soit une plateforme SaaS type Shopify, WheezyShop, etc., ou un CMS type PrestaShop ou Commerce ou d'autres, vous allez avoir une métadescription à renseigner. Donc là, 300 signes. Pourquoi 300 signes? En fait, Google, en fonction de la requête, si elle est simple, vers une requête de 1, 2, 3 mots, il va afficher un petit descriptif sous l'URL dans les résultats de recherche qui va comprendre 160 caractères environ. Par contre, s'il y a une requête longue avec plus de 3 mots, à ce moment-là, il va afficher un descriptif de 300 caractères. Donc, il est important de prévoir un descriptif suffisamment explicite, à valeur ajoutée et suffisamment long en fait pour capter l'attention de vos visiteurs. En fait, quand ils font la recherche, par exemple, sur un moteur de recherche comme Google, que votre résultat de recherche via votre site soit occupe le plus de place possible et soit le plus descriptif possible pour donner envie aux visiteurs de cliquer sur le lien et donc d'accéder à votre site. Alors, les balises alt des images renseignées, c'est important. Ça veut dire que les médias, en fait, vous avez des balises alternatives ou balises alt. Donc, en fonction des CMS, il n'y a pas les mêmes dénominations, mais c'est une façon de décrire l'image. Google, par exemple, n'est pas magicien. Au jour d'aujourd'hui, il a beaucoup de mal, à partir d'une vidéo ou d'une image, à vraiment la décrire et à le prendre en compte. Donc, si vous ne l'aidez pas en remplissant ces balises alt, vous serez peu visible au niveau des moteurs de recherche. Au 10e point, les balises canonical. Donc là, voilà, sur la page d'accueil, mettre l'URL de la page d'accueil dans les balises canonical et un temps de chargement acceptable. C'est pas vraiment un critère de SEO, de référencement, mais globalement, il est quand même important d'avoir un temps de chargement acceptable. Donc, bien vérifier la vitesse de chargement de votre page d'accueil pour que ça soit important. J'ai mis à la fin du texte, c'est juste pour dire, attention, Google est très très centré sur le texte, encore au jour d'aujourd'hui, donc il est important, même sur un site e-commerce, de faire ce travail au niveau des descriptifs. Maintenant, on passe sur la fiche produit. On va parler de la page d'accueil, on va parler de la fiche produit idéale. Fiche produit idéale, l'idée, c'est comment la construire et qu'est-ce qu'il faut renseigner. Donc, au niveau d'une fiche produit d'un site e-commerce, vous avez deux enjeux. Vous avez un enjeu qui est un enjeu de référencement qu'on va voir et un enjeu lié au côté, on va dire, ce que j'appelle marketing de la fiche produit. Donc là, au niveau, vous allez donc satisfaire deux aspects. Comment bien satisfaire les côtés de référencement pour essayer d'être le mieux classé dans les résultats des moteurs de recherche et donc de remonter dans les résultats et de générer du trafic. Et d'un autre côté, quand mon client est sur mon site, quand il arrive sur une fiche produit via mon site, on le rassure très vite, on lui donne toutes les informations pour lui donner envie en fait d'ajouter le produit au panier et donc m'acheter le produit, ce qui est quand même le but du jeu d'un site e-commerce. Alors, j'ai segmenté en fait une fiche produit type en deux parties. C'est juste pour une question d'affichage, mais on va dire que l'image qui est à votre droite, c'est la continuité de l'image qui est à gauche. Donc l'idée, c'est dans votre fiche produit, il y a des choses qui vont être liées au référencement, et là, qui apparaissent avec des étiquettes en noir, et des choses liées au marketing de votre fiche produit pour le convaincre, votre prospect, quelque part, d'acheter le produit et donc l'ajouter au panier du call to action qui est sur un site e-commerce d'ajouter au panier. Donc là, l'idée, c'est de dire en noir, on a des éléments sur le référencement, évidemment un nom du produit dans le titrage 1, avec un maximum de 70 caractères, mais c'est développé par rapport à des mots-clés qui ont du sens pour être le plus descriptif possible. Des descriptions uniques, donc au niveau du produit. Nicolas. Oui. Michel, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Continue? Oui. Donc, il y a... Nicolas? Oui. On t'a perdu ne serait-ce qu'une dizaine de secondes, donc on t'a pas entendu. Si tu peux revenir sur. Ah, pardon. Alors, je reviens sur la fiche produit idéale. Donc,
l'idée, c'est dans cette fiche produit idéale, vous allez, comme vous voyez à l'écran, elle est séparée en deux parties pour une meilleure lisibilité pour vous. Il y a des étiquettes qui sont noires et des étiquettes qui sont vertes, parce que vous avez un double objectif au niveau de votre fiche produit. En noir, ça va être toutes les informations à mettre pour améliorer votre référencement, votre SEO, et donc votre présence dans les moteurs de recherche. Et en vert, ça va être pour avoir des objectifs marketing de la fiche produit. C'est comment en fait donner un maximum d'informations au niveau de la fiche produit pour convaincre mon prospect qui vient sur ma fiche d'acheter le produit, donc de l'ajouter au panier et de conclure la vente. Donc l'idée, c'est qu'une fiche produit, elle a ce double objectif. Au niveau du référencement, ça veut dire avoir un nom du produit dans le titrage 1 avec 70 caractères à peu près, en maximum, avec des mots-clés descriptifs, nom de marque, etc., qui font que tout de suite, on parle bien au moteur de recherche. Une description du produit unique qui va faciliter le référencement, du maillage interne, et après d'autres titres qu'on appelle H2, qui peuvent être sur des vidéos de produits, donc l'usage d'un produit, et ne pas oublier que la vidéo, on peut avoir un descriptif de la vidéo. Donc l'idée, c'est pourquoi décrire une vidéo à côté du player vidéo. C'est pas pour un objectif forcément de toucher au niveau marketing le visiteur de la fiche produit, mais c'est pour parler au moteur de recherche. Donc il y a ce double compromis et il faut faire tous ces éléments. Attention, tous les médias, de bien renseigner les balises images. Donc les balises alt pour décrire en fait les médias au niveau de la fiche produit. Donc les balises, vous entendez parler de H1, H6. Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre H1 est très important. Donc c'est des titres en fait qui sont cachés en fait que vous ne voyez pas forcément, qu'on affiche ou pas, mais qui vont en fait guider le robot d'indexation de Google pour lui dire quelque part comment est structuré le contenu et qu'est-ce qui a de l'importance. Donc il est important notamment sur les premiers titres H1, H2 de bien renseigner ces éléments-là. Donc au niveau de votre fiche produit, si on prend les principaux conseils, conseil numéro 1, le nom du produit et de la marque en H1. Si vous avez une marque qui parle au consommateur, si vous avez un nom de produit qui est descriptif, il faut obligatoirement l'utiliser dans le H1. Autre point, un descriptif du produit le plus long possible. Alors je dis, Google est un obsédé textuel, c'est juste pour dire, voilà, il faut absolument du texte. Et donc ça veut dire un descriptif long entre 100 et 500 mots, décrivant aussi bien que possible le produit, en quoi il est différent, dans quel usage on peut l'utiliser, etc. Donc il est important de décrire le produit. Un descriptif court en H2, si vous avez à renseigner sur H2. Et après, dans le descriptif, mettre des mots gras, des mots en gras pour les faire ressortir au niveau du descriptif. Utilisez les balises de données structurées quand votre CMS en propose, notamment des prix, des disponibilités, des avis. De plus en plus, en fait, l'acte d'achat va être lié notamment, par exemple, bien sûr, à une notion de prix. Souvent, on dit qu'en e-commerce, on achète un prix sur la base d'images. Un peu caricatural, mais plus vous allez donner des notions sur le stock, sur la disponibilité, sur les avis des clients, plus vous allez rassurer en fait votre client potentiel et plus il va passer en acte d'achat et ajouter le produit au panier. Donc des balises title bien structurées, donc utiliser des séparateurs pour essayer de bien structurer les éléments entre le nom du produit, la gamme, le nom de votre boutique pour aider au référencement. Donc des métadescriptions complètes. Alors un fil d'Ariane en H6, donc vous pouvez mettre un fil d'Ariane, c'est la façon de naviguer pour accéder à la fiche produit dans le H6, et après renseigner des balises canonical, de mettre des liens de cross-selling. Alors ça c'est un truc qui peut être important en upselling ou en cross-selling, c'est-à-dire en gros sur une fiche e-commerce, quel produit les gens qui ont acheté ce produit-là, qu'est-ce qu'ils ont acheté également? C'est du cross-selling ou l'upselling, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce produit-là. Ah tiens, regardez, il y a d'autres produits qui sont un peu mieux ou qui coûtent un peu plus cher et on les suggère en bas de fiche.
Bien renseigner les balises alt des images ou des vidéos. Donc ça, c'est important, avec un descriptif textuel, le nom, la marque du produit. Pensez bien que Google n'est pas encore magicien et que vous pouvez vraiment l'aider et que de plus en plus on utilise aussi par exemple Google Images pour rechercher des images, des infographies, on utilise différents outils et que le fait de bien caractériser vos médias, images, vidéos, va aussi jouer sur le référencement de votre site, parce que tout le monde n'arrive pas par la page d'accueil, mais ils peuvent arriver par une vidéo ou par une image et après aller acheter d'autres produits sur votre site e-commerce. URL descriptive, donc avec le nom du produit, si la fiche est à la racine. Donc voilà, pas hésiter à être le plus descriptif possible et attention au traitement des variantes, donc ce qu'on appelle les déclinaisons, les couleurs, la taille, etc. Donc utiliser la même URL pour les différentes déclinaisons. C'est-à-dire que si un produit, par exemple un coussin de sol, vous l'avez en 25 couleurs, d'avoir une même URL et de jouer sur des facteurs qui permettent de passer d'une déclinaison à une autre. Donc, fiche produit en continu, donc logique d'articulation, titre, descriptif, technique, etc. Donc ça, c'est important d'avoir une structure de fiche qui a du sens et renseigner différents aspects. Par rapport aux e-commerçants qui voudraient vendre sur les places de marché, alors il n'y a pas vraiment de duplicate content dans le cas des marketplaces, donc les moteurs de recherche sont de plus en plus intelligents et savent qu'un produit vendu sur votre site et sur une place de marché, même s'il a les mêmes descriptifs, ils ne vont pas vous punir au titre d'un contenu dupliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les places de marché ont une plus grosse visibilité, une plus grosse notoriété, et donc du coup, ils risquent de passer devant votre site. Donc ça, c'est un aspect, voilà, vous ne serez pas puni, mais dans la position, dans les résultats de Google, par exemple, souvent, ils vont passer devant vous. Donc, au niveau des marketplaces, juste de façon un peu illustrative, la même chose que sur les balises qu'on a vues, les descriptifs, les titres, une fiche produit qui marche au niveau d'une place de marché, quelle qu'elle soit, hein, il va falloir que le consommateur, en fait, trouve facilement les informations dont il a besoin. Ça veut dire utiliser un maximum de médias. Alors souvent, par exemple, sur Amazon, ils conseillent FET visuel, qui peut intégrer des vidéos, des photos, des PDF, des documents à télécharger avec différentes choses. D'avoir un descriptif qualitatif. Qualitatif, ça veut dire informatif, précis, émettre des signes de réassurance. Donc, tous ces aspects-là sont importants à ce niveau-là. Et puis après, d'autres éléments sur le délai de livraison, sur le produit en stock ou pas, etc. Bref, donc même sur les places de marché, même si on se dit que ça va jouer sur le référencement, bien sûr, des moteurs de recherche type Google, mais aussi des moteurs de recherche internes des marketplaces, il est important en fait de faire ce travail-là, à la fois sur des titres, mais après, sur les marketplaces, vous avez d'autres aspects qui sont ce qu'on appelle les attributs. Et donc, il est important de bien renseigner les attributs pour alimenter notamment les fils de recherche à facettes des places de marché et faciliter en fait l'indexation par le moteur de recherche interne de la place de marché qui va donner plus de visibilité à vos produits et donc vous donner plus de chances d'être vendus. Un autre point, alors sur la logique de référencement, on a vu que le contenu est très très important et notamment le fait de, même sur des fiches produits, de décrire précisément et de mettre quand même beaucoup de texte. Un aspect qu'il faut prendre en compte dans le référencement et donc dans la fonction de recherche, notamment sur les moteurs de recherche, c'est le principe de la longue traîne. L'idée, c'est que vous avez, si on fait une requête courte, par exemple voyage en famille de 2 à 3 mots, vous allez avoir un niveau de concurrence sur ces résultats-là qui va être très important. Donc, il y a beaucoup de sites qui parlent de voyage en famille. Par contre, si vous faites une requête entre guillemets, si vous positionnez donc du coup sur du contenu qui est beaucoup plus descriptif, beaucoup plus précis et beaucoup plus long, vous allez du coup avoir moins de concurrence, même si le volume de recherche et le nombre de personnes que vous allez toucher va être plus faible, vous avez plus de chances en fait de convertir les gens et de les amener sur votre site et acheter un produit.
Donc, ça veut dire que quand vous travaillez vos contenus, il peut être logique et intéressant de réfléchir. Bon, vous êtes un site de voyage en famille, ça va être un item particulier, mais vraiment dans la conception, dans la rédaction de ces contenus par rapport à ces différents produits, imaginons que ce soit des produits touristiques, d'utiliser en fait des phrases assez longues avec des contenus précis pour toucher en fait des consommateurs qui seront peut-être beaucoup moins nombreux, mais par contre qui recherchent exactement ça. Par exemple, où partir au soleil à moins de 3 heures d'avion de Lyon. Bon, ben voilà, vous pouvez avoir une page qui décrit différentes offres que vous proposez aux vacances de Toussaint pour partir au soleil à moins de 3 heures de Lyon. Donc, le truc, c'est que par rapport à l'indexation, il est important en fait de réfléchir à vos contenus en fonction de l'indexation par les moteurs de recherche, et donc ça peut vous guider à ce niveau-là. Dans la réflexion sur ces contenus-là, vous avez en fait des outils, et on verra Google Keyword Planner si on a le temps, en fait, qui peuvent vous aider en tapant des mots-clés, à générer en fait les expressions tapées par les consommateurs dans les moteurs de recherche. Et donc, du coup, de faire un rétro-engineering quelque part sur vos contenus en fonction des contenus tapés et de la fréquence de ces contenus-là, et de se dire, bah tiens, il y a des gens qui tapent où partir au soleil à moins de 3 heures d'avion de Lyon, et ben je vais rédiger dans ma fiche produit sur je n'importe quoi les Baléares, je vais intégrer en fait ce contenu-là pour répondre à ces requêtes-là et faciliter le travail d'indexation de Google. Donc la notion de courte traîne et longue traîne, alors l'avantage de la courte traîne, c'est que le volume de recherche est élevé. L'inconvénient, c'est que vous êtes très nombreux à essayer de vous positionner à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est courte traîne, peu de mots, collier de perles. Bon, quelqu'un qui tape collier de perles, il y a beaucoup de monde qui essaye de se positionner sur la requête collier de perles. Par contre, si vous avez intégré collier de perles de pierre naturelle en améthyste, et bien du coup, il y a beaucoup moins de contenus qui sont pertinents par rapport à ça. Et donc, du coup, vous allez vous positionner sur ces requêtes-là et vous avez des chances en fait de convertir ce visiteur en client parce que sa recherche était précise et donc vous lui répondez précisément avec une fiche produit qui répond à ce besoin exactement. Dans le référencement, on a vu un aspect off-site, en dehors du site, donc les liens entrants sont très très importants. Donc les liens entrants, ça peut être des sites de contenu, des blogs, etc. Mais ça peut être aussi de plus en plus des réseaux sociaux qui deviennent en fait des lieux de vente de shopping. Donc que ça soit Facebook shopping, Instagram shopping, etc. De plus en plus, on est en train d'aller jusqu'à l'e-commerce. Alors en Europe, et on ne finalise pas encore l'acte de vente sur Facebook ou sur Instagram directement, alors que c'est le cas aux États-Unis. Par contre, on peut avoir une boutique Instagram, une boutique Facebook, et en fait, dans sa fiche produit, intégrer l'URL de la fiche produit sur votre site internet. Donc, c'est vraiment un moyen, d'amener du visiteur que vous allez prendre sur les réseaux sociaux, de l'amener sur votre site et donner de la visibilité à vos produits. Et ça va jouer aussi sur le principe de référencement, parce que plus vous avez de liens pertinents qui pointent vers vous, plus vous êtes considéré donc comme populaire, et ça va jouer sur votre référencement et sur votre classement, donc votre apparition, votre ranking dans les résultats du moteur de recherche Google. On évoquait la balise Alt, vos images, etc. Texte alternative ou balise Alt à renseigner. Google, c'est pas que là, c'est une enfant qui porte une bouteille d'eau, etc. Il faut lui dire. Donc, utiliser des termes et d'être le plus descriptif possible pour faciliter le travail d'indexation qui peut jouer sur votre visibilité. Alors voilà, on a fait un petit tour de piste assez rapide. Ce que je vous propose, en fait, c'est essayer de répondre à vos questions, si vous en avez, pour compléter les éléments et vous montrer des choses. Nicolas, on présente les solutions régions en premier lieu et on revient sur les questions après. Non, je pense qu'on va d'abord répondre aux questions. Il y a énormément de questions. Et Très bien. Allez. vu que là, on est dans la continuité de sa présentation, donc Allez. je me permets. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un PIP
ou un pipe, Pipe. comment on écrit? Comment on écrit? Quel est Alors, l'écrit? un pipe, en fait, en fait, simplement, c'est une barre verticale. C'est-à-dire, vous connaissez le slash, qui est une sorte de barre orientée. Le pipe, c'est une barre verticale, et en fonction des claviers, vous tapez dans Google comment mettre séparateur pipe, et il vous dira la fonction. Il me semble que c'est dans Alt GR, la C'est ça. touche numéro 6. Voilà. Alt, Gre, 6, ouais, ça dépend peut-être des Donc, le que j'ai, c'est Alt GR 6. 6. Ouais. Test. Enfin, Alt GR 6. Touche 6 numérique. Euh, Pourquoi un méga menu n'est pas conseillé et pour éviter que la force des liens soit diluée. Donc, comment faire un niveau au niveau de l'ergonomie pour les sous-parties qui soit beaucoup plus accessible. C'est bon, Alors, je n'ai pas question une, mais déjà, pourquoi un méga menu n'est pas conseillé et comment peut-on éviter des liens pour que ces liens ne soient pas dilués? alors, oui, ce que j'aurais dû préciser, là, les conseils, c'est pas uniquement mes conseils en fait que j'évoquais là tout de suite. Quand on parle de méga menu, je retourne sur le truc, c'était au niveau de la. Attendez, où est-ce qu'il est? Méga menu. C'était au niveau de la page d'accueil en fait. Alors là, les conseils, en fait, c'est les conseils que donne Olivier Andrieux, qui est monsieur moteur de recherche en France, c'est le site abondance.com. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est un site qui parle vraiment des moteurs de recherche, en fait, de l'actualité des moteurs de recherche et des éléments. Donc, c'est les éléments qui conseillent, en fait, pour ne pas perdre, en fait, le robot qui pourrait suivre ces éléments-là. Donc, plus on est à essayer de, ça dépend effectivement sur un site e-commerce. Le problème, ça dépend en fait de la taille de votre catalogue. Si vous avez un catalogue très important, imaginons que vous avez 10 000 produits, vous allez du coup être obligé de le structurer dans des rubriques, des catégories, des sous-catégories pour accéder aux produits à minima. Et donc l'idée, c'est de ne pas aller vers comme une marketplace, c'est-à-dire qu'Amazon, de mémoire, c'est 6 niveaux, etc. Bon, parce qu'ils ont beaucoup de produits à caractériser. Donc, si possible, essayez de restreindre le menu pour que la navigation soit simple pour l'utilisateur, mais aussi, ça joue sur l'indexation. Et l'autre volet de la question, c'était… Au niveau de l'ergonomie, pour les sous-parties, pour qu'elles soient plus accessibles. L'ergonomie pour les sous-parties, au niveau de alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on évoque, mais oui, ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'on évoque. Soit c'est une sous-rubrique dans une fiche produit, et à ce moment-là, on la met à un certain niveau pour compléter la fiche. Bon, ça dépend en fait. Ce que je propose là-dessus, c'est peut-être qu'il m'envoie un email, on donnera mon mail, qu'en fonction de la nature de sa question, la réponse elle peut être différente. Donc, très bien qu'il me précise la question par mail et comme ça, je lui apporterai une réponse appropriée. Parce que là, Le ça mail peut être. J'indique le mail de Nicolas Baladier. Vous Ouais. pouvez le joindre dans sa messagerie pour des questions même spécifiques. nicolas.baladier@simoleo.com. C'est indiqué dans le chat. Est-ce que tu peux très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça, revoir, mais qu'est-ce que vous entendez par un méga menu? Alors, un méga menu, c'est un menu en fait, trop long. Enfin, l'exemple type, c'est Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon, vous avez une catégorie, une sous-catégorie, une sous-sous-catégorie, une sous-sous-catégorie, et vous avez 6 niveaux on va dire, voilà, d'arborescence. Donc là, c'est des fois compliqué parce que se dire que l'utilisateur, enfin votre client, il arrive soit de lui proposer un moteur de recherche interne et il va taper dans le moteur de recherche, soit il va passer par la navigation, donc le menu et les sous-menus. Et donc, si on a trop de sous-menus, alors déjà en termes d'expérience utilisateur, c'est pas génial et l'utilisateur a du mal à trouver vos produits. Et d'un autre côté, sur l'indexation, c'est pas terrible
d'avoir un menu trop compliqué dès la page d'accueil. D'accord. Média, je dirais. Ouais. D'accord. Comment renseigner les balises alt? C'est le titre de l'image dans notre bibliothèque, la balise alt des images. Donc, Oui, parce que l'erreur à ne pas faire, c'est que vous prenez des photos et vous avez un appareil photo qui est n'importe quoi, qui va faire que l'image s'appelle disque-20172. Bon, ça, c'est pas descriptif. Ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez des photos, votre appareil photo va mettre des éléments de ce type-là. Il faut absolument renseigner avec une caractérisation. Imaginons que ce soit une fiche produit sur un collier en perles d'améthyste de taille 8 mm. Il va falloir mettre collier en perles, d'améthyste, pierre semi-précieuse 8 mm. C'est vraiment se dire que Google, et notamment pour utiliser dans Google Images, il va falloir qu'il trouve des éléments descriptifs au niveau de cette balise alt. Alors, en fonction des outils, ça va s'appeler alt ou alternative ou descriptif alternatif. C'est pour dire que voilà, il y a un média, mais si on ne le caractérise pas par du contenu, le robot d'indexation a du mal à savoir ce qu'il y a dedans. Il faut l'aider. Pourquoi forcément mettre le fil d'Ariane en H6? Alors, en fait, l'idée, c'est de dire qu'il y a un niveau d'importance. Donc, s'il y a un endroit où on peut le mettre, et en sachant que le fil d'Ariane, il est généré en général dynamiquement. Et donc, du coup, on va dire que les contenus statiques, souvent, sont plutôt les éléments les plus importants pour décrire la structuration de votre contenu. Ça va être les H1, H2, voire H3. Et plus on va vers le bas, moins c'est important. Donc là, l'idée, c'est que ça a relativement peu d'importance. Donc, ne pas aller le coller dans un H2, par exemple, au niveau du fil d'Ariane. Est-ce que dans les balises alt des images, est-il conseillé de mettre le nom de la marque ou de la société? Alors, oui, si le nom, on va dire, est un objet de recherche. C'est-à-dire que, imaginons, je vais prendre un exemple, vous vendez des casquettes Jordan et qui a un nom de produit, la flyer, je sais pas quoi, il va falloir utiliser à la fois le nom de la marque et le nom du produit dans le descriptif, à condition bien sûr d'avoir le droit. C'est-à-dire que faites bien attention, par exemple sur certaines marques, vous avez le droit de vendre en boutique, mais vous n'avez pas le droit de vendre en e-commerce, donc juste vérifiez ça. Si par contre le nom de la marque amène pas de valeur ajoutée descriptive pour le produit, à ce moment-là, vous pouvez mettre d'autres éléments qui vont décrire le produit. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais si effectivement vous avez un nom de marque pertinent, connu et qui peut faire l'objet de recherche dans un moteur de recherche, et bien, idem pour le produit, utilisez-les dans le descriptif de l'image ou de la vidéo. Nicolas, on te demande, alors là c'est sur les sites d'analyse de recherche, pouvez-vous nous dire sur quel site analyser les recherches effectuées sur Google? Alors, je vais passer sur un autre onglet. Alors, en fait, dans Google, déjà dans le back-office, dans Google Ads, vous avez deux choses en fait. Vous avez des outils, et notamment dans les outils, vous avez des outils de planification de mots-clés, planificateur de performance. Et donc ça, ces outils-là, en fait, ça peut vous aider soit à trouver des nouveaux mots-clés, c'est-à-dire que vous allez par exemple taper, je sais pas quoi, collier pierre, n'importe quoi, hein, obtient des résultats, et il va vous donner déjà des éléments de requête qui existent et qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc ça peut vous aider à caractériser les éléments. Et d'un autre côté, si vous allez dans outils paramètres, planificateur de mots-clés, obtenir le volume de recherche, collier, pierre, améthyste par exemple, vous allez avoir des éléments, en fait, des idées de nombre de recherches moyennes mensuelles. Donc là, en l'occurrence, il y a entre 100 et 1000
recherche mensuelle sur cette requête-là, une appréhension de la concurrence, c'est-à-dire que la concurrence est élevée sur ce moment-là, et des idées de prix, en fait, de coût en fait de l'enchère Google Ads pour se positionner dans les premiers résultats de Google. Donc là, c'est si vous mettez en place pas du référencement, mais qu'on appelle du SIA, en fait des campagnes publicitaires pour apparaître, acheter la position et apparaître dans les premières positions en lien avec votre requête. Donc ça vous donne ces éléments-là. Oui. Est-ce que ces solutions sont payantes? Non, ça c'est. Il suffit d'avoir un compte Google. Là, en l'occurrence, par exemple, c'est un de mes comptes où j'ai même pas de campagne dessus. C'est gratuit et donc du coup, ces éléments-là sont intéressants parce que ça va aussi vous aider à réfléchir à votre contenu. Si on prend l'outil de planification de mots-clés, trouver des nouveaux mots-clés. Imaginons que je sais pas, est-ce qu'on peut mettre casquette. Casquette de sport, par exemple, n'importe quoi, obtenir des résultats, vous vous dites, bah, tiens, moi, les gens, ils tapent casquette de sport, mais en fait, vous allez voir différentes, en fonction des requêtes saisies par les gens. Donc, en fait, ça analyse les requêtes de Google, l'historique des requêtes, et ça vous donne le volume de recherche. Et ça vous suggère, en fait, différentes choses. Ah, mais il y a des gens qui tapent casquette Formule 1. Ah, d'accord. Et donc, du coup, en fonction de ça peut vous aider sur la façon de rédiger des contenus, la façon de décrire vos produits pour répondre à ces requêtes-là. Donc, des fois, vous serez surpris en tapant des mots-clés qui sont les mots-clés qui vous semblent pertinents par rapport à vos produits. Vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres formes d'expression, d'autres requêtes. Et donc, vous allez dire, mais attends, moi, par exemple, je sais pas, casquette baseball New Era, c'est une marque. Bon, ah d'accord. Eh ben j'essaye de répondre à cette requête-là, donc je vais faire du contenu au niveau de ma fiche produit ou de son titre qui va intégrer ces différents mots-clés-là, et donc du coup il y a beaucoup plus de chances que je sois bien indexé par Google par rapport à cette requête-là, donc que je remonte précisément pour ce type de recherche, et donc là j'aurai aussi plus de chances de convertir ce visiteur en client qui il arrive sur une fiche produit qui répond exactement à son attente. Donc l'idée, c'est que ce générateur de mots-clés, il est basé sur l'historique des recherches de Google et il doit aussi vous aider à éventuellement construire vos contenus, parce qu'on a tous des idées de ce qu'on vend, la façon de décrire les choses. Et parfois, en fait, vous allez vous rendre compte que les utilisateurs, enfin, vos clients potentiels, ils ne tapent pas des recherches qui sont celles que vous attendez. Ils les expriment différemment. Donc, il est important en fait de pouvoir regarder par rapport à des mots-clés que vous mettez cible, de voir quelles sont les requêtes avec les volumes de recherche qui sont derrière, pour aussi réfléchir à comment rédiger mes contenus pour répondre à ces requêtes-là. Donc, merci pour cette intervention, Nicolas Baladier. Merci à tous et au prochain webinaire. Au revoir. À bientôt. À bientôt.